Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a partagé il y a quelques jours une vidéo, Break News, il me semble, que Jérôme Bondu a réalisée. Alors, je ne l'ai pas réalisée, elle a été réalisée par quelqu'un d'autre. Voilà, mais c'est c'est moi qui cause. C'est ça, où Jérôme Bondu parle de sécurité notamment, enfin tu vas peut-être mieux l'expliquer que moi, tu peux reprendre un petit peu ce que tu disais dans cette vidéo, qui a été très partagée, plus de 10 000 fois survécu. Du coup, on s'est dit c'est peut-être intéressant de l'accueillir pour aller plus dans le détail. Je vais rappeler un phénomène qui est très très simple, qui est que votre téléphone portable, celui que vous avez, que vous ayez un téléphone qui fonctionne avec Android ou avec iOS d'Apple, si vous pouvez faire une commande vocale, si on peut dire OK Google par exemple, c'est que le micro fonctionne. Et c'est un truc tout bête. Alors tout le monde en a plus ou moins conscience. Par contre, dans le cadre de cette vidéo, j'ai lancé une requête vocale. J'ai ensuite fait réécouter l'enregistrement, alors qu'on peut avoir avec Google si on va sur une page qui s'appelle My Activity Google. Et là, ce qui est drôle, c'est qu'on réentend la requête vocale et on entend aussi une seconde avant d'avoir dit OK Google. Et là, on se rend compte que le micro réellement est ouvert. On se rend compte que l'enregistrement se fait en continu. Et c'est ça qui a marqué les esprits dans le cadre d'une conférence, c'est ça qui a été repris. Alors après, je vais nuancer tout ça parce que, bien évidemment, Google ne capte pas en permanence, ne sauvegarde pas en permanence, pour la simple et bonne raison que de toute façon, ça serait trop lourd. Et il faudrait un espace disque absolument gigantesque pour pouvoir enregistrer en permanence toutes les conversations de 3 milliards, grosso modo, d'êtres humains. Donc, je vais expliquer le phénomène. Je vais modérer aussi les choses que j'ai pu voir sur Twitter lors de relais en disant on est tous espionnés 24/24. C'est pas exactement ça. Néanmoins, il faut prendre conscience que nous ne maîtrisons pas ou on maîtrise mal Internet. Il faut prendre conscience que le web, qui avait normalement pour vocation d'être distribué, est en train de se recentraliser. Et si vous voulez, je vais apporter, à partir de quelques éléments très pratiques, une vision géopolitique qu'il est absolument essentiel d'avoir. Pour nous tous. Super. Merci Jérôme. Bon, comme vous le savez en ce moment, et on va en parler parce qu'on va aussi élargir un petit peu la question sur certains points. En ce moment, on a vraiment du mal sur les réseaux, notamment sur Facebook. Plusieurs pages sont concernées. On est un petit peu limité dans notre visibilité. Donc, je vous invite vraiment à partager ce live qui, d'une part, est important et intéressant pour tous, voilà, pour que les gens puissent l'écouter. Alors, je vais commencer par te présenter, Jérôme. Alors, ça va peut-être un petit peu te valoriser, mais bon, c'est ton parcours. Donc, d'une part, tu es directeur d'une société de conseil sur la veille et l'intelligence économique. D'accord, jusque-là, je me trompe pas. Jusque-là, tout va bien. C'est ok, super. Tu es aussi président du club IES, donc club professionnel de l'IAE de Paris, donc là où tu organises des conférences. Depuis quasiment 20 ans. D'accord. Tu es président du réseau Inter-Liger Lille. Donc c'est dans le cadre associatif, c'est ça? Oui, là c'est beaucoup moins important, hein, mais t'as bien préparé ta fiche, c'est cool. C'est ça. T'es expert APM, donc progrès du management, ça aussi dans le cadre associatif? Alors je suis en effet expert de l'APM, l'Association pour le progrès du management, ce qui me donne l'occasion de rencontrer régulièrement des chefs d'entreprise et de partager une vision de ce qu'est l'intelligence économique. D'accord. Des formateurs, notamment pour les cabinets professionnels, prof dans des écoles de commerce et notamment l'ESG Paris. Ah, j'ai arrêté l'ESG, mais en effet, j'interviens en école d'ingénieur, école de commerce, université. Non, j'aide pas trop, mais il faut simplement... Animateur d'émission, et du coup, tu as aussi rédigé 2 livres, écrit 2 livres, notamment celui-là qui est sorti récemment, c'est ça? Voilà, il est sorti en octobre 2018. L'idée de ce livre, je prends le relais? Vas-y, exactement. Alors, ce que tu as dit, c'est très très sympa. Il faut simplement retenir un truc, c'est que je me suis spécialisé pour un domaine qu'on appelle l'intelligence économique. Et alors, tu m'interromps à intervalles réguliers. L'idée, c'est aussi qu'on soit en interaction. Alors moi, je vois pas vos remarques. Mais toi, tu les vois? Ouais, moi je les vois, mais si tu t'approches, tu peux peut-être les voir. Tu vas sur l'intermédiaire. Ça marche. Et je trouverais très très chouette que vous me posiez des questions en direct et que voilà. Comme je suis prof, c'est vrai que je peux avoir tendance à monologuer. D'accord, ça marche. Donc, vous m'interrompez. De toute façon, j'ai une liste déjà de 12 questions, donc normalement ça va bien. Super. Et ensuite, à la fin, ce qu'on fera, c'est qu'on prendra les questions des gens pour
pour être au fait. Alors, laissez-moi poser le contexte. On vit une révolution informationnelle. Révolution informationnelle. Ce n'est pas une évolution. Quand il y a évolution, tout le monde gagne. Quand il y a révolution, il y a des gagnants et des perdants. Vous vous rappelez de la Révolution française? On ne peut pas dire que Louis XVI ait forcément beaucoup gagné. Il a quand même perdu la tête. Bon, donc nous vivons une révolution informationnelle. Cette révolution, c'est la révolution numérique, qui est constituée des ordinateurs, de la création d'Internet, le web, qui est une application d'Internet, et puis on nous promet la blockchain. Alors pour l'instant, c'est avec les bitcoins, il y a des tests, des essais, alors pas que des tests, des essais, mais on n'a pas tous acheté de bitcoin. Par contre, la blockchain va se généraliser. On nous parle aussi beaucoup d'intelligence artificielle et d'ordinateur quantique. Tout ça, c'est une révolution en soi, d'accord, qui a commencé. C'est la 5e. Cette 5e révolution informationnelle a été précédée de 4 autres. La première, c'est le langage articulé récursif. Moins 80 000 ans, grosso merdo. Le langage a fait que nous sommes l'animal dominant sur Terre. Normalement, quand on croise un lion, il nous bouffe. Aujourd'hui, le lion est en cage et c'est nous qui nous le fusil. Donc on voit que cette révolution informationnelle a apporté une puissance absolument extraordinaire à nous, à la branche du vivant dont nous sommes les représentants. Deuxième révolution, c'est l'écrit. L'avantage par rapport à l'oralité, c'est qu'on maintient dans le temps et dans l'espace les choses. Troisième révolution, c'est l'imprimé, qui a l'avantage de pouvoir multiplier les écrits. Révolution suivante, c'est l'électrification des moyens de communication. Radio, télévision, téléphone, télégraphe. 4 révolutions qui ont des impacts fondamentaux. Et c'est pas pour vous embêter que je vous rappelle ces 4 révolutions, c'est simplement pour qu'on prenne conscience que nous vivons un truc de dingue qui va impacter terriblement les choses. Un exemple, je parlais de blockchain. La blockchain dans le monde de la finance, ça va provoquer quoi? C'est très simple. Si je te fais un chèque, tu crois Jérôme Bondu ou tu crois le logo qu'il y a sur le chèque, qu'il soit Crédit Mutuel, BNP, tu crois moi ou tu crois la banque? C'est vrai qu'on aurait plus tendance à croire la banque. Tu sais que je peux te faire un chèque sur du papier cul? Oui, puisque un chèque c'est juste un ensemble de numéros, je crois que c'est 7 ou 8 informations, peut-être un peu plus, qui font que ça devient un chèque. Je l'ai appris en économie. Je peux te faire un chèque sur un papier toilette. Ouais. Tu crois qui dans ce cas-là? Oui. Plus personne. Ouais. Si tu acceptes mon chèque, c'est parce que derrière il y a une banque. La banque c'est le tiers de confiance. Et la blockchain, c'est très simple. C'est une récupération du tiers de confiance qui n'est plus centralisé par des banques, mais récupération dans un domaine qui est plus public. D'accord? Avec toute une série de personnes qui sont garants de la blockchain. Et voilà un impact. C'est pour ça que nous vivons une révolution. Et maintenant, je vais me représenter, mais à ma sauce. C'est la prise de conscience de cette révolution qui m'a donné envie de m'investir, et m'investir dans un domaine qu'on appelle l'intelligence économique, qui donne en gros des outils pour comprendre ce qui est en train de nous arriver, pour éviter de le subir et pour le maîtriser un petit peu plus. Et c'est surtout comme ça que j'aime me présenter. Et en fait, notre discussion, si tu veux bien, ça va être de voir comment les outils d'intelligence économique peuvent nous permettre de comprendre le rôle des GAFAM, jusqu'à quel point on se fait entuber, mais aussi quels sont bien sûr les avantages qu'on a à utiliser Internet, quel va être notre degré d'épanouissement, comment on peut survivre, d'accord, ou vraiment avoir des bénéfices forts de tout ce qui est en train de nous arriver. Et je vais répondre à toutes tes questions avec cet outillage que j'ai pu acquérir, voilà, avec mes faibles moyens, encore une fois, beaucoup d'humilité, mais il y en a qui sont plus balèzes que moi, très concrètement. Mais bien sûr, c'est pas un concours de toute façon. L'idée, c'est d'apprendre, de se protéger. On a trouvé que c'était vraiment intéressant que tu nous apportes un petit peu de lumière sur tout ça. Et d'ailleurs, Noémie, merci, qui m'a aidé à préparer cette interview. Merci aussi à toute l'équipe de modération, toute l'équipe vécue. Et merci à Jérôme d'être là. Un grand plaisir. Donc, beaucoup de personnes ont constaté que OK Google se mettait en route tout seul. On comprend donc que nous sommes sur écoute. Potentiellement tout le temps. Pourquoi? Et est-ce légal? Alors c'est parfaitement légal dans le sens où on a tous signé les conditions générales d'utilisation et en fait on n'a rien à dire. D'accord? Ce qui se passe c'est qu'on les signe sans même s'en apercevoir. Quand on se crée un compte Gmail, on signe à un moment j'accepte, je suis d'accord, j'ai tout lu, alors qu'en fait on n'a absolument rien lu. Et à partir de là ils font absolument ce qu'ils veulent avec nos données. D'accord? Donc c'est légal, absolument. Il faut voir qu'on est en train de confier notre vie numérique à des données, à des structures privées. Donc je n'ai rien contre le privé, bien évidemment. Et en tant que consultant, je travaille beaucoup pour des sociétés privées. Mais il faut savoir que ces sociétés privées font absolument ce qu'elles veulent. D'accord? Si demain Google, pour une raison X et Y,
veut changer les règles, elle va mettre à jour ses conditions générales d'utilisation. Comme nous, on a utilisé ces outils et qui sont vraiment géniaux, faut le dire, hein, d'accord ? On est obligé de dire oui. On est obligé de dire oui parce qu'on peut plus se passer de Gmail, de YouTube, de Google Agenda, de Google Actualité, enfin de ce qu'on veut. Et voilà. Et donc ils peuvent comme ça, petit à petit, avoir un contrôle total de nos données. Donc ça, c'est absolument intolérable. Donc c'est légal, oui. Par contre, on n'est pas obligé d'accepter le truc. Ouais, c'est clair. On n'est pas obligé, mais dans ce cas-là, il faut passer par autre chose que Google. Super compliqué. Et les personnes à qui j'en ai parlé, qui sont des vrais techniciens, me disent que se dégoogliser, c'est un métier à plein temps. C'est super compliqué. Alors, on peut passer par exemple, alors, le plus simple, c'est se passer de Gmail. Ça, pas de problème. Donc, moi, par exemple, j'ai Thunderbird, qui est un outil de mail. Se passer de Google Agenda, c'est déjà un petit peu plus compliqué parce que l'outil est vraiment très convivial. On peut utiliser, par exemple, les solutions offertes par Framasoft, voilà, qui vont offrir toute une série de solutions pour se dégoogliser. On peut se passer de Google moteur de recherche, il suffit d'utiliser Qwant, Q-W-A-N-T. Alors sur Qwant, il y a beaucoup de polémiques, tu connais peut-être, hein, donc, alors c'est un moteur de recherche français qui a été créé par quelqu'un, qui a été co-créé par quelqu'un qui s'appelle Léandri. Je recommande l'utilisation de Qwant parce que ça permet justement d'utiliser un moteur alternatif. Les polémiques sont les suivantes. Il y en a qui ont remarqué que quand on utilise le moteur Qwant, on a des résultats très proches de ceux de Bing, le moteur de Microsoft. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, quand Qwant n'a pas assez de données à nous offrir, il va les chercher chez Bing. D'accord ? Ils ont un accord. Il les achète à Bing, quoi. Alors, disons que ils les achètent à Bing. C'est compliqué que ça. Oui, c'est ça. Je pense que la pub qui est présentée par Qwant va rapporter à Bing. D'accord. À confirmer. Est-ce que c'est gênant ? C'est pas gênant une fois qu'on le sait, tout simplement. Hein. Donc, les moteurs de recherche, on peut s'en passer aussi. Et moi-même, mon moteur de recherche par défaut, c'est Qwant. J'utilise Firefox. Et voilà un autre outil qui permet de se dégoogliser, puisque ça permet d'éviter Google Chrome. D'accord. Qwant a été malin, parce que quand vous utilisez le moteur de recherche, que vous tapez une requête et que les résultats ne vous satisfont pas, il est possible, avec un simple ajout de ce qu'on peut appeler un opérateur, c'est ce qu'on appelle l'esperluette, c'est le E commercial. Vous mettez E commercial et vous mettez G, vous rappuyez sur Entrée et là vous avez les résultats de Google. Ce que je veux dire, et vous le sentez à mon admiration, c'est que se passer de ces outils-là demande du temps, de la technique et c'est pas facile. Donc c'est à des fins commerciales globalement, toutes ces données qui captent et puis même... Ouais, c'est totalement à des fins commerciales. Alors si on refait l'histoire de l'Internet, grosso modo, alors déjà c'est une invention où il y a eu une succession d'acteurs, ok ? Déjà c'est pas que les Américains, faut pas exagérer, ils se tirent la couverture, mais on a eu d'autres acteurs. Par exemple, si je refais quelques couches, hein, on a eu au démarrage Paul Hotelet, on est dans les années 30, il est belge, et lui il conçoit ce qui va devenir Internet. D'accord ? Il n'écrit pas que ça va devenir Internet, il imagine un système idéal. Et il a fait un livre d'ailleurs qu'on peut retrouver sur Google Books, et oui c'est horrible. Et on retrouve le passage dans lequel il imagine ce qui va devenir Internet. Après vous avez un autre acteur qui a inventé un système qui s'appelle l'UDP, il s'appelle Louis Pouzin, il est français. Ça va être repris par Vinton Cerf qui va inventer le TCP/IP. On va avoir l'invention du web qui est due à un Anglish, d'accord, qui s'appelle Tim Berners-Lee, qui travaille pour une institution européenne qui s'appelle le CERN. Et en plus, son bureau est en France, puisque le CERN, c'est voilà. C'est pas pour vous embêter que je rappelle ces histoires, c'est pour vous dire que le web, c'est pas monolithique. Internet et le web, c'est pas monolithique. Il y a plein de trucs. Non, mais attends, j'ai pas répondu à ta question. D'accord. Ouais, je suis un peu long. Tu m'as perdu avec tous tes monolithiques. Donc c'est pas ma question c'était est-ce que commercialiser. Ce qui s'est passé, c'est que tout ça, ça coûte un pognon de dingue. L'infrastructure d'Internet, c'est des serveurs et des routeurs. En fait, on parle d'industrie capitalistique. Je vais pas vous embêter avec des termes complets. On le connaît bien celui-là. Donc ça coûte du pognon. Qu'est-ce qu'on fait les gars ? Est-ce qu'on fait payer l'accès à Internet ? Vous avez-vous envie de payer pour un accès Internet ? Ou est-ce qu'on laisse le privé s'en emparer, offrir des solutions vachement intéressantes, et le privé, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous mettre de la pub sous les yeux pour récupérer la mise, pour récupérer les investissements. Et ça, le tournant, c'est Bill Clinton. C'est l'époque de Bill Clinton. Ça ne nous rajeunit pas. Et donc, à cette époque-là, se crée toute une série de structures qui vont proposer des services gratos. Par contre, nous,
on y laisse du temps de cerveau disponible. Et ça te parle? Non, ça te parle pas? C'est Patrick Lelay qui a dit, à propos de TF1, nous, notre métier, c'est de vendre du temps de cerveau disponible. Et bien, Internet, aujourd'hui, c'est un capteur de temps de cerveau disponible. Et ils arrivent bien à le capter. Voilà. Par contre, il ne faut pas être manichéen, il ne faut pas avoir une seule idée, il faut en avoir plusieurs. C'est ça. Ou alors payer pour des accès. On a tous choisi de ne pas payer. Quelque part, on est tous responsables. C'est ça. Bon, c'est un petit peu un piège qu'ils nous ont tendu quand même. On a l'impression. Parce que bon, oui, après, c'est le jeu du marché, de tout ça. Mais c'est la société capitalistique, exactement. Alors, par exemple, il arrive qu'après une discussion à l'oral, et ça m'est arrivé pas plus tard qu'hier, j'ai parlé de Kerry James dans un live, d'accord, avec une personne que j'interviewais. Donc, il arrive qu'après une discussion à l'oral, sans avoir mis en route Siri ou autre, les pubs qui nous sont proposées correspondent à la discussion qu'on a pu avoir quelques instants plus tôt. On l'a tous vécu. Voilà, on l'a tous vécu. Bah, vécu, c'est le nom du média, ça tombe bien. Voilà. C'est fait exprès. Ça revient dans toutes les phrases, vécu. Et là, vous avez une illustration de ce que j'ai montré tout à l'heure, qui est que votre micro, en réalité, quand le téléphone n'est pas sort de la veille, normalement, quand il sort de la veille, votre micro fonctionne, peut capter des mots-clés. Et normalement, quand on l'active, mais parfois il s'active tout seul, comme par hasard, et capter des mots-clés et s'y utiliser ensuite. Parfaite illustration. Et si tu veux, ça en soi, c'est déjà gênant parce qu'on se sent un petit peu fliqué, mais il faut réfléchir à moyen et à long terme. Vers quelle civilisation on est en train d'aller collectivement? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Nous avons des outils Internet dont le deal, en quelque sorte, c'est de s'offrir gratuitement contre la récupération de données. Et nous avons quelques grandes structures qu'on appelle les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, qui sont en train de tirer les marrons du feu en récupérant des tonnes de données. Ces données, ces data, en anglais, le big data, à quoi ça sert? Ça sert tout simplement à alimenter des outils d'intelligence artificielle, parce qu'un outil d'intelligence artificielle ne peut fonctionner que si on l'alimente en données. Et ces outils d'intelligence artificielle vont nous offrir des outils encore plus performants que ceux que nous avons aujourd'hui. Et vous vous rendez bien compte que nous rentrons dans un cercle vicieux. Au détriment toujours d'une forme de liberté. Nous rentrons dans un cercle vicieux où on a des outils sympathiques, qu'on utilise gratuitement en échange de nos données. Ces données alimentent ces outils-là, qui vont nous offrir des outils encore plus sympathiques, qui vont encore mieux nous connaître, qui vont quelque part nous enfermer dans des stéréotypes. Et ce cercle vicieux va faire que nos enfants, c'est ce que d'ailleurs Snowden dit dans le montage de Breaking News, nos enfants auront une marge de liberté qui peut être relativement étroite. Je prends des précautions, de plus en plus étroite. Et ça, c'est un effet pervers du web. Le web et Internet, c'est des outils géniaux, il ne faut surtout pas jeter le truc. Par contre, il faut absolument que nous puissions maîtriser les effets pervers. C'est ça, d'autant plus pour les gens qui seraient un petit peu plus âgés, qui ne seraient pas nés dans... Enfin, moi, je suis loin d'être le pro de la protection. Mais détrompe-toi. Pour les gens... Mais les plus naïfs, c'est les plus jeunes. Hein. Ouais, parce qu'on n'arrête pas de dire qu'ils sont digital natives, qu'ils sont super balèzes de l'index, et en réalité, les personnes qui sont nées avec Internet, c'est ce que je dis dans ma vidéo, alors déjà, on ne se méfie pas alors que les autres se méfient. Bingo, c'est exactement ça. En plus, on leur dit sans cesse qu'ils sont super bons, donc ils pensent pas à mal, ils pensent réellement qu'ils sont super bons. Je vais vous dire un truc. Je donne des cours donc dans des écoles d'ingénieurs, écoles de commerce. J'ai en face de moi des personnes de 20, 21, 22, 23, 24 ans. Et ils sont moins bons que mon père, hein. Et sans déconner, quoi. Mais vraiment, parce qu'en fait, ils n'ont pas l'esprit critique. Ils sont nés dedans. On leur dit qu'ils sont bons, ils ne pensent pas à mal, et en fait, ils tombent dans tous les panneaux. Ouais. Ouais, c'est pas bête comme réflexion, ça paraît logique. Alors, est-ce que nos données sont vendues? La réponse est oui. Et qui les conserve? J'imagine que c'est tous ces acteurs qui les conservent individuellement, ou est-ce qu'il y a des outils de centralisation de toutes les données? Excellent. Google garde les données Google, Facebook garde les données Facebook, ou est-ce qu'il y a un outil centralisant qui travaille pour toutes parce que ça me paraîtrait plus logique. Excellente question dont je réponds en deux parties. Premièrement, sur Google, par exemple, vous pouvez aller dans un outil qui s'appelle, je l'ai cité, My Activity, et il y en a un autre qui s'appelle Google Take Out. Je t'enverrai les liens et tu pourras les passer à ta communauté. On peut détruire tout ça, on peut détruire ces archives Google. On peut dire à Google, mec, table rase. D'accord? Simplement dans les conditions générales d'utilisation, vous savez ce qu'il est dit? Il est dit que Google garde une copie quand même de nos données, simplement, elles sont désynchronisées de notre nom.
Donc en fait, on ne détruit rien, ils gardent quand même. Premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, c'est Snowden. Il le dit. Et puis d'ailleurs, de toute façon, les services de renseignement américains le disent aussi. Ils ont accès aux données détenues par les sociétés américaines de nouvelles technologies. D'où la raison pour laquelle on les fait pas trop chier pour leurs impôts, etc., etc., etc. Parce que quand on se rend compte que les Google, les Facebook, etc. ne payent même pas d'impôts en France, c'est la question pourquoi. Ouais, alors je termine ma démonstration. Ouais, en fait, si tu veux, la NSA, National Security Agency, elle le dit. Ce qui est bien avec les Américains, c'est qu'ils, pas tout le temps, mais ils disent quand même parfois les choses de manière claire. Ils disent, ouais, nous on a, depuis Snowden, ils le disent. C'est Snowden qui a révélé le poteau rose. Ils disent, ok, on a accès, en effet, aux bases de Google, de Yahoo, de Microsoft et tout ça. Ils disent, oui, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, depuis le Patriot Act, voilà, on a accès et on fait ça pour défendre la liberté, les Américains, etc. La sécurité. Alors, il faut savoir que l'ancien patron, je crois, de la CIA, quand il a été auditionné par le Sénat américain, a dit, ouais, on a déjoué au moins une 50aine d'attentats. On a dit, ok, mais lesquels? Les parlementaires ont dit, ok, mais lesquels? Il a dit, attendez, je vais réfléchir. Il est revenu, il a dit, bon, en fait, une vingtaine. Et les gars, ils ont dit, ouais, mais lesquels? Lesquels? Il a dit, attendez, bougez pas, je reviens. Il est revenu, il a dit, non, en fait, il y a un. Ok, mais lequel? Et en fait, non, il n'est pas prouvé qu'en réalité... C'est pas pour ça qu'ils le font, ça montre bien ça. Voilà, et donc tout ce que je dis est sourcé, attention, c'est pas de la paranoïa, c'est pas de théorie de complot, on est bien d'accord, hein, c'est pas le style de la maison. Bon, vous pourrez retrouver toutes les sources. Et donc, non seulement Google conserve, même après qu'on ait le sentiment d'avoir détruit, mais en plus tu as une structure centrale qui a accès à tout ça, sous prétexte de défendre la liberté, mais dont on sait très bien que c'est utilisé à des fins notamment économiques. Et l'affaire Alstom, suivez un peu l'affaire Alstom, écoutez ce que dit Frédéric Pierucci. Vous avez des très belles interviews sur Internet et j'espère que tu en auras une. Il explique, et c'est le dernier témoignage en date, il y en a plein d'autres avant lui, il explique que l'espionnage est aussi économique et que ça nuit directement aux emplois, que le rachat d'Alstom, et ça c'est des emplois perdus en France, hein, puisque quand General Electric a dit qu'ils rachetaient Alstom, ils ont dit « Ok, nous on va créer 1000 emplois ». Résultat, ils n'ont même pas été créés, c'est 1000 emplois qui sont partis dans la fumée. Tout ça, c'est un deal de Macron, c'est ça? Alors, on va y aller mollo, s'il te plaît. Non, mais c'est ça, il me semble, Alstom, General Electric, c'est Macron quand il ça n'est pas un deal de Macron. D'accord. Macron explique qu'il a été au courant, qu'il a senti l'entourloupe, mais qu'il s'est senti coincé dans les capacités de réaction. Voilà. D'accord. Écoutez Frédéric Pierucci, il en parle beaucoup mieux que moi, parce que c'est le cadre d'Alstom qui a été emprisonné aux États-Unis. Ça a permis à l'État américain de faire pression sur Cron, qui était le patron d'Alstom, et ça a été jusqu'à la vente et le démantèlement de ce joyau français. Alors joyau, il y en a qui vont dire ouais mais ils étaient en difficulté, bon on peut discuter là-dessus. N'empêche que depuis le rachat d'Alstom, vous savez ce qui s'est passé? Ben, c'est très simple. Alstom avait le contrat de maintenance sur les turbines des centrales nucléaires. Ok, parmi vous, il y en a qui sont super écolos et qui n'aiment pas le nucléaire. Je suis pas loin d'être comme vous, mais écoutez quand même la suite. 80 de notre électricité domestique vient du nucléaire. Alors avant qu'on puisse utiliser les éoliennes, les Allemands sont en train de se casser la gueule là-dessus. On a quand même besoin du nucléaire. Bon, fermons le débat. La maintenance des turbines, des centrales nucléaires, c'est Alstom. C'était Alstom, puisque maintenant c'est General Electric. Si demain, le gouvernement français prend une décision qui est contraire aux intérêts américains, les Américains, c'est ce qu'ils vont dire. Ils vont dire à GE, on ne fait plus la maintenance des centrales et on attend de voir comment le gouvernement français réagit. Ils ont un outil de pression qui est très très simple. Demain, on est tous dans le noir, mais dans le noir physique. C'est-à-dire que toi, tu tournes plus et il n'y a plus rien qui nous éclaire. Ça n'est pas du tout de la théorie, c'est très opérationnel. Edgy a déjà fait pression sur EDF dans la fourniture de pièces. Voilà. D'accord. Qui a mis les centrales dans une situation critique et le patron de EDF l'a dit. Il a écrit au patron de GE, il a dit là vous nous mettez dans la merde, avec des termes beaucoup plus forts que les miens, mais c'est ça la réalité du truc. On se rend compte que la mondialisation, et notamment sur les questions énergétiques comme ça mène à des conflits d'intérêts géopolitiques, économiques, qui desservent globalement l'intérêt du peuple,
et c'est grave parce que finalement ils sont pieds et poings liés. Les politiques. Et nous, c'est eux qui ont fait les choix parce que au bout d'un moment, attention. Moi je trouve ça pas normal que ce soit les sociétés. Je trouve qu'elles devraient être punies quand elles prennent comme ça le lead et qu'elles asservissent les peuples. Mais société, c'est comme c'est des sociétés internationales, qui fonctionnent avec des États. Du coup, c'est pas la France forcément, donc ça nous met dans une position difficile. Il y a plein de trucs dans ce que tu as dit. Compliqué. Pour faire simple, moi je suis toujours parti du principe qu'on a les politiques qu'on mérite. Voilà, de la même manière qu'on a les chanteurs qu'on mérite. C'est une petite phrase que m'a dit un copain au lycée, j'ai adoré, je la garde. On a quand même une marge de manœuvre, on a quand même des moyens de voter, on est quand même en démocratie, faut arrêter quoi. Ouais, je sais que ta chaîne est juste... Ouais, ma chaîne non, mais bon, au bout d'un moment, vous voyez, par exemple, je vais te donner un exemple concret. Dans l'Utah, ils ont le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Finalement, j'ai fait une interview avec un politique, un mec qui est bien placé dans la politique là-bas, qui connaît bien, dit que le RIC, il est travesti par les politiques en place. Nous, on a le suffrage universel, on se bat pour le RIC. D'accord ? À Hong Kong, ils n'ont pas le suffrage universel. Ils sont dans la rue, ils se battent pour le suffrage universel. Ce qu'on sait, c'est qu'on peut avoir des avancées politiques et qui servent au peuple à un moment. Ça ne veut pas dire que dans le temps, ça reste efficient, efficace. Et aujourd'hui, Macron, il a été élu avec 20% des Français. Et donc, c'est pas forcément un outil démocratique. Je vais me mettre d'accord. Voilà. On va être d'accord avec ce que je vais dire. Ce qui est sûr, et on revient, alors je ne suis pas allé sur le terrain politique parce que j'évite ces sujets-là. De toute façon, c'est pas le... Mais on va se mettre d'accord. La révolution que nous sommes en train de connaître, révolution numérique, nous donne des armes absolument incroyables, mais nous met dans des situations aussi très difficiles. Et je pense que tu vas être d'accord quand je vais dire que nous devons absolument maîtriser les outils de cette révolution pour nous collectivement, la société que nous représentons, nous puissions en sortir vainqueurs. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et en sortir vainqueurs à tous les stades, c'est-à-dire nous en tant qu'individus, nous en tant que collaborateurs d'entreprise, que ce soit des entreprises privées ou publiques, d'accord, et nous en tant que genre humain finalement, parce que c'est ça qui nous aussi. Mais oui, c'est ça qui nous anime tous. Et je ne sais pas si vous avez suivi les témoignages de personnes comme Aurélien Barraud, d'accord. Ils sont en train de dire que nous vivons 5 cataclysmes potentiels. Le premier, c'est la disparition du vivant. Vous avez entendu parler de la disparition des abeilles, peut-être moins des vers de terre, qui est tout aussi préoccupante. Réchauffement climatique, la finance qui va très très mal, la surpopulation, et il m'en manque toujours un, mais c'est pas grave. On a là 4 variables qui sont hyper compliquées, qui sont potentiellement cataclysmiques. Les virus, non? C'est pas ça, ça peut être un truc comme ça. Et pour finir sur ma démonstration, on est d'accord et je pense qu'on peut parler de même voix. Il faut absolument qu'on puisse maîtriser ces outils-là qui nous offrent des opportunités magnifiques, mais qui sont aussi des outils qui potentiellement peuvent nous contraindre. Il faut qu'on utilise ces outils-là pour essayer de sortir de cette ornière. Alors là, je suis d'accord avec toi. Par contre, est-ce que la masse le fera? Voilà, ce sera quand même difficile globalement dans la masse, même si ça passe par ce qu'on fait ce soir, prévenir, anticiper, essayer de montrer aux gens comment ça fonctionne. Voilà. Je suis pas serein moi là-dessus, parce que j'ai commencé à m'intéresser à l'intelligence économique par l'utilisation d'opérateurs de recherche. Donc en intelligence économique, on apprend des techniques de recherche, de veille, d'analyse, d'influence et de sécurité informationnelle. D'accord ? Et dans les outils de recherche, on commence par savoir utiliser les moteurs de recherche et notamment les opérateurs de recherche. Et je suis sûr que parmi ceux qui m'entendent, vous vous demandez ce que c'est. Je vais vous donner un exemple. Quand vous êtes sur Google, pour reparler de lui, si vous recherchez Macron, mais vous recherchez que des documents qui contiennent Macron dans le titre, vous pouvez placer un opérateur, et je vous l'appelle INTITLE, INTITLE, Macron. Faites l'expérience, j'imagine que vous êtes devant un ordinateur, vous tapez INTITLE Macron, INTITLE Macron, tout attaché, sans espace, vous avez des documents beaucoup plus précis. Si maintenant vous faites INTITLE Macron, espace, INTITLE ouvrez les guillemets, gilet jaune, fermez les guillemets, vous avez des documents encore plus précis. Et si vous faites
file type de .pdf, vous avez des choses encore plus précises. J'en viens à la conclusion. Je ne suis pas serein, parce que ces opérateurs de recherche, qui sont essentiels pour maîtriser un outil aussi important qu'un moteur de recherche, ils ne sont pas connus. Et pourtant, on communique, on en parle, les gens ne les utilisent pas. Et je ne suis pas serein parce que j'ai l'impression que les gens se laissent porter par cette facilité qui est utiliser Internet de manière simple et détendue, alors qu'en réalité, il y a un potentiel de croissance, d'épanouissement, de réussite qui est énorme. Parce que c'est le piège, encore une fois, ça a été créé, mais les gens qui le mettent sur le marché ne défendent pas les mêmes intérêts que les gens qui l'utilisent. Ils font tout pour que ce soit facile à utiliser et qu'on se pose pas de questions justement. Ils poussent à ça et du coup ça n'incite pas non plus les gens à s'informer et à évoluer et du coup les gens se complaisent de plus en plus dans une non... 100% d'accord. C'est exactement ça. Nous sommes totalement passifs par rapport à cette invention. Je vais faire une métaphore qui va parler à tout le monde. Internet, vous l'utilisez comme si vous rouliez en première avec votre voiture. On utilise Internet en roulant en première. C'est carrément ça. C'est carrément ça. C'est exactement ça. Et c'est la 5e, les gars, quoi. C'est clair. Bon, faut passer à la 2e d'abord. Comment faire pour se protéger? Y a-t-il des techniques différentes à adopter selon les supports? Mail, Facebook, Twitter, Instagram, Google, Apple. On peut parler de Proton Mail. Est-ce que c'est sécure? Signal, Telegram. Est-ce que c'est des messageries vraiment sécurisées? Voilà, on parle plus des supports là. Super intéressant, super compliqué à répondre et je suis pas moi-même référent, mais j'ai des amis qui sont très très forts là-dedans. Pour ceux qui pensent que ça va trop vite, excuse-moi, le live sera disponible en replay à la fin, donc vous pourrez revenir sur tous les points. Je parle trop vite? Non. Si, mais je sais que je parle trop vite. C'est difficile d'aller moins vite que son timbre de sa rapidité à parler, son élocution, mais le live sera disponible. Ah, c'est un défaut, non, mais vous faites bien de le dire. Réponse super technique. Proton inventé par le CERN. Je vous rappelle que c'est au CERN qu'a été inventé le web par Tim Berners-Lee. C'est une messagerie qui va crypter vos messages de bout en bout, super sécure. J'ai commencé à l'utiliser jusqu'à qu'un copain me dise « Enfin, Jérôme, tu n'es pas au courant? C'est un phoné de la NSA. » C'est-à-dire que c'est un outil qui est notamment utilisé par la NSA. Je suis tombé de l'armoire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est la paranoïa ou pas? Je ne sais pas. Ceci pour te dire qu'en fait, il n'y a pas de réponse facile. Telegram, ça appartient à nos amis russes. Est-ce que c'est sécure? Je ne sais pas. Signal, j'utilise Signal moi. Est-ce que c'est sécure? Je ne sais pas. On est arrivé à... Signal apparemment c'est du peer-to-peer, donc ce serait plus sécure. Mais bon, je sais pas trop ce que c'est non plus le peer-to-peer, je suis un peu émerald. Mais non, mais moi aussi, c'est super complexe. Telegram. Donc a priori, je vous recommande plutôt au Signal, allez-y sur Telegram, Proton Mail pourquoi pas. Par contre, je vais pas parier mon salaire de ce mois-ci que c'est... voilà, mais donc super compliqué. Par contre, c'est quand même mieux d'utiliser ces machins-là que Gmail et autres outils qui appartiennent. Donc globalement, pour se protéger, il vaut mieux utiliser des outils annexes plutôt que des outils que tout le monde utilise comme Google, Facebook, etc. Ouais, absolument. Attention aussi aux outils chinois. Alors je veux pas être caricatural, mais vous savez que les Chinois ont lancé un système qu'on appelle le système de crédit social, qui fait qu'en Chine, toute personne, alors il y a 60 millions de caméras de surveillance en Chine, à reconnaissance faciale. Ce qui va se passer chez nous bientôt. Oh, je sais pas, mais bon, 60 millions. Autant que de Français en France. Si en Chine, vous courez dans la rue, reconnaissance faciale, vous courez, c'est pas bon. Vous êtes en retard, vous avez volé un truc. Eh bien, vous avez une note qui baisse. Si vous crachez par terre, votre note baisse. Si vous critiquez le gouvernement, votre note baisse. Et si votre note est trop basse, interdiction de prendre le train de grande vitesse, interdiction de prendre l'avion, interdiction d'avoir un crédit, pas de baraque, pas de voiture, etc. Oui, mais c'est l'horreur. Non, mais c'est l'horreur. C'est le monde qui nous attend, c'est une horreur. Alors, moi, je pressens ça. Hein. Après, on peut être optimiste, mais quand on voit le monde, Alors, si j'ai des amis, ici, des amis qui m'écoutent et qui peuvent penser que j'ai une vision trop européenne, je peux rajouter que les Chinois sont plutôt contents avec cette solution parce que ça leur permet de lutter notamment contre la corruption. Eh oui, à partir du moment où c'est tout, on lutte contre la corruption. Donc il y a un accord tacite de la population chinoise. En tout cas, c'est ce qui ressort des sondages qui peuvent être faits. Mais c'est important de savoir ça, justement, pour pouvoir se dire, il y a 3 pôles actuellement au niveau du numérique. Vous avez le pôle américain, pour
que la donnée appartient à l'entreprise privée qui sait la récupérer. Vous avez le pôle chinois pour qui la donnée appartient à l'État et qui peut l'utiliser pour vous faire comprendre que vous pensez mal. Et vous avez le pôle européen qui pour l'instant malheureusement est balbutiant. Il faut absolument que nous, Européens, nous puissions construire un pôle solide avec une vision de l'Internet, avec des outils pour faire contrepoids à la commercialisation des données, modèle américain, et la récupération des données à des fins politiques, modèle chinois. C'est un enjeu de société, c'est un enjeu culturel et c'est un enjeu aussi économique, comme j'en ai parlé avec l'affaire Alstom. Il y a un devoir impérieux, j'emploie des mots un peu forts, mais je le sens au fond de mes tripes, il y a un devoir impérieux à ce que nous puissions comprendre les enjeux. Arrêter d'utiliser Internet comme si c'était un objet neutre. Internet n'est pas neutre. Nous devons prendre des décisions pour nous et surtout pour nos enfants. Et c'est peut-être aussi parce que moi j'essaie dans ma tête ça philosophe parfois, et je me dis que peut-être c'est aussi une mauvaise trajectoire de société qui a été prise à un moment, comme d'autres ont été prises, et que le réel avenir, il se passe en dehors de ces modèles-là, parce qu'on voit bien que il n'y a plus rien. Bien sûr, mais on voit bien que le monde marche sur la tête. Donc, en vrai, il y a la solution où on construit le bon modèle par rapport aux Chinois et aux Américains et où on essaye de s'en sortir correctement avec ces technologies. Et il y a le modèle où on dit, en fait, on nous a menti, c'est pas bon du tout, on s'est trompé. Et dans ce cas-là, on revoit aussi la société. Tout ça, ça dépendra de ce qui va se passer dans le monde, des crises, des révoltes des peuples, etc. Mais le sujet sera sur la table, je pense. Et ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on reprenne. Tout à l'heure, j'ai fait une métaphore automobile en disant qu'on utilise Internet comme si on roulait en première. Il faut reprendre le volant. Il faut que nous reprenions le volant. Il faut que nous ayons une direction et qu'on y aille tous ensemble. Je pense que 550 millions d'Européens peuvent quand même peser dans la géopolitique internationale et que nous puissions à un moment se dire que Firefox c'est mieux que Chrome, que Quant c'est mieux que Google, même si pour l'instant c'est moins bien, ça rapporte de moins bons résultats. Ça nous offre une autonomie et une liberté d'action que Google est en train de nous capter. Qu'utiliser Thunderbird c'est mieux que Gmail, qu'utiliser Opera, qu'aller sur Tor. D'accord ? Ouais, Tor. Parce que Tor, c'est un outil qui permet dans le dark web, outil extrêmement mal nommé, il faudrait mieux le nommer le Liberty Web. Parce que c'est les derniers espaces du web où on connaît une forme de liberté. C'est pas parce qu'on y fait des choses illégales que l'on peut y faire des choses illégales que l'objet est à jeter à la poubelle. Bien sûr. Bien au contraire. Justement, on va y revenir après. J'ai une question à ce sujet-là. On pourra développer un petit peu. Alors, le téléphone peut-il quand même enregistrer des mots, des phrases, des discussions entières ? Alors non, sauf si vous vous appelez Angela Merkel. C'est-à-dire que la NSA a des pouvoirs d'investigation qui sont tels que le téléphone d'Angela Merkel était buggé. Et je crois, alors à vérifier, et je crois que même éteint c'est enregistré. En tout cas, techniquement c'est possible. Mais le mien, non. Techniquement c'est possible. Ouais, techniquement c'est possible. De la même manière donc que... on n'a aucune certitude. Oui, mais pas le mien. Je veux dire, c'est un effort qui est tel qu'ils vont faire ça avec des personnes qui valent le coup. De la même manière que si vous êtes sur Chrome, Google peut activer à votre insu votre caméra. Bienvenue, les gars. Justement, c'était... Donc vous masquez votre caméra, d'accord, avec un scotch ou ce que vous voulez, et il faut arrêter les conneries, quoi. Il faut arrêter de s'offrir comme ça. Ça m'a posé la question par rapport à des fins... Enfin, il y a autre chose que les fins politiques et commerciales. Enfin, par exemple, je sais pas à quel point ces sociétés-là sont cul et chemise avec les politiques, et du coup, dans le cadre d'un mouvement de révolte, comme les Gilets jaunes, comme il y en a d'autres, à quel point ils sont capables de venir s'immiscer dans nos vies pour venir surveiller et du coup prendre des décisions par rapport à ça, compte tenu du fait que c'est possible. Super. Alors récemment, j'ai eu l'honneur d'être invité par Philippe Reltien, qui est chef du service investigation de France Inter. Philippe Reltien m'a interviewé pour avoir mes visions sur les Gilets jaunes. Et il me demandait grosso modo si c'était manipulé par nos amis russes. Voilà ma réponse. Je lui ai dit que ok, peut-être qu'en effet, dans l'usine à troll à Saint-Pétersbourg,
peut-être qu'en effet, il y a des personnes qui ont mis de l'huile sur le feu. Mais je lui ai dit, ceci est totalement artisanal par rapport à la manipulation qu'ont pu opérer les GAFAM sur le sujet. Pensez que, alors je crois qu'à l'époque c'était 2000, je parle sous votre surveillance, pensez qu'à l'époque, 2000 Russes à Saint-Pétersbourg, avec des faux comptes, peut-être qu'en effet ils ont promu les idées des Gilets jaunes pour faire en sorte que ça... Bien sûr, ils avaient peut-être un intérêt politique pour le très coup. bien. N'empêche que la manipulation de Facebook était, elle, algorithmique et donc 1000 fois plus puissante. Parce que par le jeu du positionnement des annonces dans votre fil d'actualité, dans votre timeline, Facebook avait la possibilité de donner une visibilité largement plus forte que ces quelques centaines de trolls russes qui ont peut-être en effet jeté de l'huile sur le feu. Donc il ne faut pas se méprendre. La manipulation, en l'occurrence, n'était pas du fait des Russes, elle était du fait de nos amis américains, de nos partenaires américains, partenaires commerciaux. Vous consentez toute l'ironie que je peux avoir dans cette expression, vu ce qu'on a dit tout à l'heure sur Alstom. Oui, c'est clair. Est-ce qu'il y a des... Dans les phrases un petit peu cash, alors je peux y aller franco, hein, pas peur des procès, le modèle économique de ces outils, c'est le modèle économique des vendeurs de crack. La première dose est gratuite. Et après, on peut plus s'en passer. Et après, on peut plus s'en passer. C'est exactement ça. Et j'ai étayé ce que je viens de dire. Vous savez que Google Maps était gratuit et il y a maintenant pratiquement un an, il est devenu payant pour les sites qui avaient plus d'un certain nombre de visiteurs sur leur site internet. Et j'ai rencontré à l'époque un DSI d'une grosse enseigne, que je ne vais pas nommer, ça n'a aucune importance, qui m'a dit du jour... DSI, directeur sécurité informatique. Directeur des systèmes d'information. Système d'information. Qui m'a dit du jour où Google Maps est devenue payante pour les sites qui avaient un visitorat supérieur à un certain taux, eh bien, cette enseigne a dû payer 300 000 euros par mois, 300 000 x 12, je vous laisse faire le calcul, 300 000 euros par mois à Google pour pouvoir garder Google Maps. La première dose est gratuite. Et quand on se peut s'en passer, le reste est payant. C'est le modèle économique des vendeurs de crack. C'est ça, exactement. D'ailleurs, je vous invite à partager le live parce que j'ai l'impression que vous le partagez pas beaucoup. C'est dommage parce que c'est intéressant. On est 250 à le suivre, ça serait bien que... Mais c'est enregistré, c'est retrouvable après, mais c'est bien que les gens le partagent parce que la durée de vie d'une vidéo sur Facebook, c'est pas si long que ça, et s'il n'y a pas de partage, ça tournera moins. Donc je vous incite à le partager. Non, mais ils pourront toujours le revoir. Très bien. C'est bien que de plus de gens le voient. Donc pour ça, il faut partager. Ensuite, du coup, est-ce qu'il y a des mots précis qu'il faut éviter pour déclencher un enregistrement? Non, il faut pas avoir peur. On y va. Alors, comment on fait pour poser une bombe sur Washington? Non, je déconne. Je suis en mode avion, les gars. Non, il ne faut pas tomber dans la paranoïa. Il ne faut pas tomber dans la paranoïa, tout simplement parce que nous ne sommes pas des cibles, ni toi, ni moi, il ne faut pas exagérer. Par contre, le jour où on est une cible, peut-être que là, oui. Ouais, après, il y a quand même 7 milliards de personnes sur Terre, 3,5 milliards de personnes qui ont un téléphone portable, 80% ont Android, donc environ 3 milliards de personnes ont un téléphone. D'ici à ce que Google vise les grosses masses, non, attends, il ne faut pas s'inquiéter. Là, on va pas trop loin. Par contre, le directeur commercial de Airbus, d'accord? Lui, j'espère qu'il n'a pas un téléphone avec Android. Vous voyez ce que je veux dire? Ni avec Apple d'ailleurs. Tous les membres du gouvernement, j'espère qu'ils ont des solutions alternatives. Parce que là, s'ils utilisent un téléphone avec Android, c'est que vraiment, on n'a rien compris collectivement. Donc, toi comme moi, on fout carrément, quoi. Il n'y a aucun problème. D'accord? Aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Demain, quand il y aura des ordinateurs quantiques qui vont analyser, peut-être qu'il faudra faire gaffe. Mais aujourd'hui, non, on n'a pas de paranoïa, s'il vous plaît. Par contre, le gouvernement, toutes les personnes importantes, les syndicalistes, allez, allons-y gaiement, quoi. Toutes les personnes qui ont une représentativité, eux, à mon avis, il faut qu'ils fassent gaffe. D'accord. Ok. Les applis, donc ouais, ça on en a parlé. Alors, quelle est la différence entre le darknet et la navigation privée, par exemple? Ouais, très bien. Pour l'un comme pour l'autre, les recherches sont-elles réellement cachées ou des traces perdurent-elles? Très bien, super. Alors, la navigation privée, vous l'avez sur, par exemple, Chrome, sur Firefox. Vous savez, c'est le petit bouton en haut à droite. Bon.
Qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'en fait, votre adresse IP va être masquée et vos cookies seront supprimés après votre navigation. Je vais vous conseiller une petite application sur Chrome qui s'appelle, alors je l'embête parce que j'ai un petit trou. Ouais, je crois que c'est DataViz. C'est une petite application qui vous permet d'avoir une cartographie des cookies sur votre ordinateur. DataViz, D-A-T-A-V-I-S-E? Non, VIZ, mais pareil, c'est comme les liens pour Google Actualité, Google Tagout, je vous les donnerai après. Okay. La navigation privée, ça vous permet ça. C'est pas énorme, vous voyez, fondamentalement. D'autant plus que je vous ai dit tout à l'heure que même quand on supprimait les données chez Google, il est conservé quand même, mais déconnecté de votre nom. Moi, franchement, la navigation privée sur Google, confiance, zéro. D'accord? Tu m'étonnes. Je vous conseille plutôt d'utiliser Tor, puisque avec Tor, là pour le coup, vous aurez un cryptage de votre surf, et là pour le coup, vous aurez quand même un anonymat qui est 100%, enfin, qui est largement plus fort. Et Tor, c'est facile à télécharger, installer et utiliser? Vous allez sur Google, je déconne, vous allez sur Quant, Firefox comme navigateur, Quant comme moteur de recherche par défaut. Vous téléchargez Tor. Vous avez donc Tor sur votre bureau, qui est un navigateur comme un autre. Il faut savoir que Tor, en fait, c'est Firefox qui a été un petit peu modifié. Et après, vous l'installez et puis vous y allez. Sachez que sur Tor, on fait plein de trucs parfaitement légaux. Vous avez un moteur de recherche par défaut qui est DuckDuckGo et qui vous permet de trouver la recette de la tarte aux pommes sur Marmiton. Je déconne pas. Quand je fais des conférences, c'est l'exemple que je donne. Il est parfaitement légal d'aller sur Tor. Les cookies, la tarte aux pommes, t'es un gourmand quand même, je trouve, Jérôme. Et je fais quand même une parenthèse, parce que rien n'est jamais simple. Il faut savoir que parmi les structures qui donnent du pognon à la fondation Tor, vous avez l'armée américaine. Et là, je vois vos visages pâlir. Et vous avez un vrai professionnel du domaine, largement meilleur que moi, qui s'appelle Jean-Philippe Renard. Je crois qu'il y a 2 N à Renard, qui est un véritable expert, qui est doyen de la faculté de Grenoble, je crois, que j'ai invité en conférence dans mon club d'intelligence économique, qui dit que Tor n'est pas forcément 100% sûr. Et je vais parler un peu technique. Quand on crée un nœud de sortie, on voit tout ce qui passe. Voilà. En clair. Donc, je ferme la parenthèse, Tor n'est pas 100% sûr, mais il est quand même largement plus que la navigation privée. D'accord. Allez-y, aucun problème, faites des choses illégales, faites des choses légales, mais allez-y, ça pose aucun problème. D'accord. Dernier espace de liberté. Donc Tor, c'est le darknet, et du coup, on non. peut faire... Non, donc Tor n'est pas le darknet. Non, c'est le dark web. Alors, ah oui, d'accord, le dark web. Alors, tu te rappelles de ma métaphore avec la bagnole? Ouais. Vous êtes sur autoroute. L'autoroute, c'est Internet, c'est l'infrastructure. D'accord? Si sur cette autoroute, vous vous arrêtez dans un restaurant, dans un supermarché ou dans un site touristique pour aller voir un musée, vous êtes dans différentes applications. L'autoroute, c'est Internet, le restaurant, c'est le web. D'accord? Donc vous avez une infrastructure Internet et des manières d'utiliser l'infrastructure. Ça peut être le web, le mail, les forums ou des choses comme ça. Quand tu es dans un forum de discussion, tu n'es pas sur le web. Quand tu es sur Gmail, tu n'es pas sur le web. Quand tu es sur Wikipédia, tu es sur le web. D'accord? Le web est une des applications d'Internet, de l'infrastructure Internet. Le dark web, c'est donc la partie du web qui n'est pas référencée par les moteurs de recherche. Le darknet, c'est une partie de l'infrastructure d'Internet qui est coupée du réseau et qui communique entre elles par du chiffrement. D'accord. Tu dis d'accord, mais c'est pas si facile que ça. Si, j'ai quand même compris, mais c'est technique. Donc le darknet fait partie d'Internet, mais il sort du fonctionnement classique d'Internet parce qu'il a été bidouillé en gros. On peut dire ça comme ça. Et le dark web est une partie du web qui n'est pas référencée par les moteurs de recherche. Pour y accéder, c'est Tor. Si vous voulez aller dans le dark net, il faut télécharger une application comme I2P, I2P ou Freenet. Par exemple, les spécialistes vont dire que Freenet n'est pas forcément exactement le darknet, mais là on rentre dans des trucs où même moi je suis perdu. D'accord, ça marche. Alors, sans tomber dans la paranoïa, comme on le disait, peut-on penser que l'appareil photo, la caméra, peuvent se mettre en route tout seul et capter des images? Tu disais que oui tout à l'heure. À quel point? On n'est pas des cibles. Toi et moi, on n'est pas des cibles. C'est-à-dire que Google puisse activer la caméra de votre ordinateur à votre insu,
C'est dit, il y a des articles, si je le dis, enfin je prends pas de risque, d'accord, je ne vais pas prendre au risque de diffamation. Il y a des articles qui en parlent. Bon. Enfin, on n'est pas des cibles, excuse-moi, mais une gamine au collège qui a des histoires avec des garçons, machin, les mecs qui sont un petit peu calés en informatique, ils veulent... alors là, du coup, c'est pas Google, mais du coup, très facilement, ça va pouvoir devenir la cible justement de caméras comme ça qu'on viendrait pirater, non Dans ce cas-là, il y a une faille. Donc, dans ce cas-là, il y a une faille quand c'est ce en sont des dehors pirates. Et ce sont des pirates. Attention, je dis pas hacker, Ouais, d'accord. parce que hacker, c'est pas illégal. Vous avez des hackers éthiques et non éthiques. Hacker, ça veut dire bidouilleur. J'ai des copains qui sont hackers, ok. Et dans ce cas-là, c'est l'action de pirate, s'il se passe un truc comme ça. D'accord. Par contre, je rajoute quelque chose quand même, qui est qu'il est très simple d'aller sur des caméras de surveillance. Alors, je ne vais pas vous dire les formules, mais rappelez-vous tout à l'heure, quand je vous ai parlé des opérateurs de recherche, il y a des opérateurs et des formules qui permettent très simplement d'aller sur des caméras de surveillance, qui permettent d'aller De sur... la ville, par exemple? Ouais, qui permet d'aller sur des imprimantes, qui permettent de retrouver des photos dans un cloud, dans un nuage qui a été mal sécurisé, qui permettent de retrouver des tableaux Excel dans lesquels vous avez des sources, identifiants, mots de passe. Voilà, alors là par contre, je fais attention à ce que je dis, mais c'est tellement simple. D'accord, ok, intéressant. Bon, pour ceux qui trouvent le sujet compliqué, certes, mais il est quand même intéressant. Donc, plus on s'expose à des sujets comme ça et on apprend à les écouter, à essayer de les comprendre, plus on progresse et plus on les comprend. C'est le côté dark web et darknet à mon avis. Là, non, parce que t'as perdu 20 personnes. Non, j'ai pas perdu 20 personnes, mais comme j'ai vu un commentaire passer, j'aime bien le commenter. C'est sûr que si on part du principe qu'on n'y comprendra jamais rien, on n'y comprendra jamais rien. En essayant de comprendre, on y comprend toujours un peu plus. Je peux rebondir. Ouais. Vous avez une voiture, ou alors un scooter, ou alors un vélo. La première fois que vous êtes monté sur un vélo, vous avez trouvé ça compliqué. Et maintenant, c'est automatique. C'est pareil pour la bagnole. Internet, c'est exactement la même chose. Il faut absolument que nous puissions comprendre et maîtriser cet outil fondamental. Cet outil, je le répète, et j'emploie des grands mots, mais c'est vraiment super important. Cet outil qui est essentiel pour notre culture, notre civilisation. On aura fait scotcher une caméra aujourd'hui. Yes! Moi, je note. Une dame qui dit Stéphane qui dit j'ai scotché ma caméra. Mais oui, c'est pas la paranoïa. Il y a même le patron de la CIA qui a été interviewé aux États-Unis. Le journaliste lui dit: est-ce que nous devons masquer nos caméras? Et on voit qu'il réfléchit quelques instants, il se demande ce qu'il va dire et il répond: évidemment, toute personne censée doit masquer sa caméra. Patron de la CIA qui dit ça, c'est QFD. C'est clair. Autre sujet. Alors, c'est peut-être la question avec laquelle tu seras le moins à l'aise, mais c'est important. Moi, j'ai remarqué depuis 15 jours, là, depuis le G7, j'ai lu que c'était depuis le G7 sur un groupe Facebook de pages et de médias indépendants qui ont le même problème que moi. Je suis rentré en contact avec eux aujourd'hui. Ils disent que c'est depuis le G7. Donc c'est vrai que c'est au niveau des dates ça colle. Et qu'est-ce qui t'est arrivé depuis le G7 sur la page, on a beaucoup moins de viralité de nos vidéos. Déjà, beaucoup de gens sont bloqués dans les partages, ne peuvent plus partager nos lives. Beaucoup se font éjecter des lives en permanence, sont obligés de revenir, il n'y a plus de son, il n'y a plus d'image, etc. Donc ça bug, en tout cas sur Vécu, et puis sur plusieurs autres pages. Et du coup, malgré les partages des fois, la viralité des vidéos qui avant étaient 3 à 4 fois supérieure est complètement tombée. Avant, je faisais facilement 70, 80 000 vues sur un live comme ça. Aujourd'hui, on va en faire 15 à 20 000. Et ça date depuis 15 jours, 3 semaines. Et nous ne sommes pas les seuls concernés. Il y a Cerveau non disponible. Il y a au moins une douzaine d'autres pages. Je rentre tout juste en contact avec eux pour en parler. On va essayer de pousser. Enfin, je peux pas tout dire, mais du coup, est-ce que toi, tu as une analyse là-dessus? Est-ce que les médias indépendants, les pages gênantes un petit peu qui manquent, parce qu'on a un impact politique quand même. Voilà, on traite des sujets sensibles. Et c'est pour ça que je suis là ce soir d'ailleurs. C'est ça. Vraiment, je pense qu'il est important de libérer la parole. C'est ça, on traite de sujets sensibles. On vient phagocyter un petit peu l'organisation structurelle des médias qui nous sert sa propagande un petit peu depuis des années comme elle veut. Attention, propagande des médias. Oui, mollo. C'est vrai.
Bah de quoi, mollo? Non, Alors, c'est un petit peu vrai. Alors il n'y a pas que les médias, mais en tout cas c'est les médias l'outil qui permet de mettre cette propagande en place à large échelle. propagande, c'est un terme très, très fort. Hein. Propagande, c'est notamment pendant la guerre, c'est pour retourner par exemple l'opinion publique d'un pays et aller en guerre. C'est ce qu'a fait Wilson en 1917. C'est ce qui a été fait pendant la première guerre du Golfe. Je parle trop vite. Première guerre du Golfe. 1991, George Bush père a retourné l'opinion publique américaine avec des fausses informations, et notamment le témoignage de Naira, une fausse nurse koweïtienne, qui a témoigné qu'elle a vu les soldats irakiens rentrer dans un hôpital, prendre les couveuses et jeter les bébés prématurés par terre sur le sol. Ce témoignage était faux, archi faux. Nous sommes dans la propagande, et notamment une propagande de guerre. Voilà. D'accord. J'en ai fait. Après, il y a différents types de propagande, certes, mais je veux dire, il suffit de regarder 10 minutes BFM Télé pour comprendre qu'on est dans une propagande. Influence ou propagande? C'est un peu la même chose, c'est-à-dire que la propagande, pour moi, c'est d'influencer les masses pour les emmener où on veut. Enfin, c'est ça, non, la propagande. Alors après, à des fins de guerre, à des fins commerciales, à des fins de libre-échange à tout va, de capitalisme, de néolibéralisme, de tout ce qu'on veut, mais ça reste de la propagande, quoi. On manipule les gens, voilà, on va avoir des éditorialistes toute la journée sur les plateaux télé qui défendent le néolibéralisme, alors qu'on sait très bien que c'est un échec total et que ça mène à la destruction de tout. Donc voilà, pour moi c'est ça quand je parle de propagande. Je suis dans la raison, non? Je suis pas complètement fou. Mais du coup, est-ce que, pour en revenir à la question, est-ce que il est possible que voilà, quand on voit que Macron rencontre Zuckerberg sur la crise des gilets jaunes, voilà, il y a des accords qui soient mis en place. Voilà, celui-là il me gêne un petit peu, celui-là il me gêne un petit peu. Tu viens me le brider. Waouh, la question. Écoute, alors j'ai pas de réponse à cette question. Ça t'étonne? C'est dur, hein. C'est vrai que c'est dur parce qu'il faudrait des preuves, mais c'est possible dans les faits. C'est jouable. Alors techniquement c'est possible. Crac. Voilà. À partir de là, chacun pense ce qu'il veut. Absolument. Ouais. Il faut savoir par exemple, pour reparler de Google. Google change régulièrement ses algorithmes. Ça porte des noms comme Pingouin, par exemple. Il change régulièrement ses algorithmes pour améliorer le fonctionnement de son moteur de recherche. Mais à chaque fois, il y en a qui boivent la tasse. D'accord? Et il y a des sites qui ont pu être très bien référencés avant le changement et qui après se retrouvent mal référencés. C'est pour ça que je dis que techniquement, c'est parfaitement possible. Quand tout à l'heure, c'est les lignes de code. C'est les lignes de code. Et rappelez-vous, et alors si vous aimez les phrases un petit peu choc du style modèle économique des vendeurs de crack, il y a une autre phrase qui est pas mal, qui est un algorithme, c'est la pensée de quelqu'un d'autre. Quand vous acceptez que le moteur de recherche trie les résultats pour vous, vous acceptez que la pensée de quelqu'un d'autre s'immisce dans votre manière de voir le monde et vous présente des résultats qui l'intéressent. D'accord ? Et de plus en plus, notre vision du monde passe par des algorithmes. Si vous voulez quelques bonnes références, Dominique Cardon, qui écrit des bouquins géniaux sur la maîtrise d'Internet. Tant qu'on est dans les références, tu parlais de propagande, je vous renvoie à Propaganda, qui est le livre de Édouard Bernays et qui a mis en place le phénomène des relations publiques. C'est quelqu'un, par exemple, qui dans les années 30 a popularisé la cigarette parce qu'un de ses clients était un cigarettier. C'est ça. Et lui, il a fait de l'influence vraiment très très forte. Pareil, à l'époque, on appelait ça de la propagande, d'où le titre de son livre qui est Propaganda. Alors, lisez pas le bouquin, je l'ai lu, il est un petit peu pénible. Bon, à l'époque, c'est qu'aujourd'hui, on a peur d'utiliser ces mots dans nos démocraties parce qu'on nous vend la démocratie depuis qu'on est petit comme ça. Et du coup, on a du mal à utiliser des mots comme la propagande. On nous a appris que c'était la guerre, que c'était quand c'était grave. Du coup, on est là bercé dans un petit peu dans nos illusions aussi. Je pense que les gens, il y a un vrai réveil des consciences en ce moment. Si je te parle comme ça, si j'emploie ces mots, c'est pas pour rien. C'est que c'est les gens qui le pensent. C'est que ça remonte beaucoup, qu'on le sent. Comme tout à l'heure, je te propose une vision consensuelle. C'est sûr que les citoyens doivent avoir une maîtrise des personnes qu'ils élisent. C'est une évidence et nous devons le faire. Mais non seulement on doit avoir une maîtrise des gens qu'on élit, et donc de notre gouvernement, qui quelque part est une expression de notre volonté, mais tout aussi fort, nous devons avoir une maîtrise de nos outils numériques qui sont en train de s'immiscer dans notre manière de voir le monde, dans notre rapport à la société, dans notre rapport à l'économie, dans notre rapport au commerce, dans notre rapport à l'altérité, c'est-à-dire à la différence, dans notre rapport à nous-mêmes, à l'ego, à nous-mêmes, etc. Et ma vision
et que actuellement notre gouvernement, je cherche le terme qui va bien, je fais gaffe à ce que je dis, notre gouvernement n'est pas le truc le plus dangereux à l'heure actuelle. Ouais. Notre passivité vis-à-vis de la maîtrise d'Internet est largement plus létale, c'est-à-dire avec un risque de mort, pas de mort physique évidemment, mais de mort intellectuelle. Que les décisions de Macron. Exactement. Bien et sûr. Il faut que nous reprenions le volant de notre destin numérique. Les vrais ennemis ne sont pas les politiques, sont les entreprises aujourd'hui. Ah, mais j'ai été parti sur un truc consensuel, qu'est-ce que tu fous? Moi, c'est plus comme ça que je pense. Ce ne sont pas forcément les politiques. Quand on dit dégage Macron, si c'est toujours Google, Facebook qui tire les ficelles derrière sur un monde qui est totalement numérisé. Mais moi, je vis pour travailler pour les entreprises. Oui, bien sûr. Après, moi, c'est pas toi qui l'as dit, c'est moi. Et du coup, j'avais une autre vision par rapport à ce qu'on disait sur un petit peu ces algorithmes. Moi, j'ai remarqué autre chose aussi. C'est que quand le mouvement des Gilets jaunes s'est créé, beaucoup de groupes Facebook se sont créés, etc. Les gens se sont ajoutés beaucoup en amis sur Facebook. Donc, on voit des gens qui avaient 200 amis qui maintenant en ont 2000, 3000. Voilà, ça a vraiment rassemblé les gens. Ça a permis de communiquer, de préparer, d'anticiper plein de choses. Mais ce qu'on voit maintenant dans nos fils Facebook, et je suis concerné, je ne vois plus, ça tourne en circuit fermé. Okay. C'est-à-dire qu'ils nous ont enfermés entre gilets jaunes, et tout ce qu'on publie n'est plus visible du reste, et n'est plus du tout liké en tout cas. Et moi je pense que c'est vraiment limité en visibilité par le reste de la population. Excellent. Vous avez quelqu'un qui s'appelle Eli Pariser, qui a travaillé sur ce phénomène. Il a appelé ça la bulle de filtre. Et un des phénomènes perverses de l'Internet, même si bien évidemment cette invention est géniale, terrible, pleine d'opportunités, de liberté, un des phénomènes perverses, c'est que les médias sociaux nous enferment dans une bulle de filtre. Et il y a un autre phénomène qu'on appelle la polarisation des opinions. Quand vous êtes un groupe de personnes, gilets jaunes, extrême droite, racistes, tout ce que vous voulez, et que vous ne recevez dans le moule dans lequel tu mets gilets jaunes, extrême droite, raciste ou non mais t'as raison, la propagande des médias, elle a fonctionné. T'as raison, ultra-libéraux, voilà. Et bim. Bon. Voilà. Eh bien, vous allez vous échanger des billets et des posts qui vont être relayés et vous allez fonctionner en circuit fermé. Vous allez polariser votre réflexion parce qu'il n'y a plus d'idées différenciantes qui va rentrer. Il y a quelqu'un qui en parle très bien. Alors, je balance un petit peu des noms, mais non, c'est bien. L'idéal, ça serait qu'après avoir vu cet entretien, vous puissiez vous alimenter. Les gens vont le faire. Hein, ouais, et ce gars-là, il s'appelle Gérald Bronner, B-R-O-2-N-E-R. Il a écrit un bouquin magnifique qui s'appelle La démocratie des crédules. Voilà, La démocratie des crédules, lisez-le, c'est absolument super. Je vais faire un peu de pub pour mon site. Vas-y, je t'en prie. Interligere, alors INTER, trait d'union LIGERE.fr, et vous avez un super résumé de la démocratie des crédules. Voilà. Attends. Urgent Gabin, il faut arrêter de dire Google car l'assistant vocal des abonnés se met en marche et les échecs du live. Ah ouais, voilà. Bienvenue à Gataka, quoi. Bienvenue. Désolé, je viens de voir ça. Mais non, mais c'est hallucinant, mais bien sûr. Ben ouais, c'est un effet parfait. Ah, j'ai une anecdote. À ce niveau-là, vous avez une personne qui s'est fait agresser aux États-Unis et son agresseur, son mari, je crois, son agresseur lui a dit « Est-ce que tu as prévenu les flics ?» Voilà, est-ce que tu as prévenu les flics? Et en fait, Alexa, qui est l'agent, j'aime tellement pas ce truc, j'ai plus les mots, aide-moi, qui est l'agent? Oh mais non, Alexa, donc le système de commande vocale d'Amazon, quand son agresseur a dit « Est-ce que tu as téléphoné aux flics ?» en la menaçant, Alexa a cru que c'était une commande vocale. Et donc a composé le numéro d'appel vers la police. La police a entendu qu'il se passait un truc de vraiment chelou et elle est intervenue. Cette histoire qui se finit bien, quand même, est une illustration que ces outils de commande vocale, nous ne les maîtrisons pas quelque part. D'accord. Exactement à l'image de toi quand tu dis le mot qu'il ne faut pas, et ben ça se met en route chez nos... Ouais, c'est dingue ça. On va prendre 2 questions. Parce que ça fait un petit moment déjà. Ça fait combien de temps qu'on parle là là je le vois pas, mais on a lancé à 20h. Il est 21h12, on a encore 20 minutes. On va prendre 20 minutes pour traiter vos questions.
Donc, C'était intéressant. ouais, je pense, vous allez nous dire déjà, vous pouvez nous dire si ça vous a plu, et puis nous poser vos questions. Alors si j'étais trop vite sur certaines explications, tout est sourcé, je peux envoyer plein de trucs, il n'y a aucun problème. N'empêche que je pense qu'on a abordé plein de points super importants. On a parlé de la révolution numérique. On a dit que cette révolution était la 5e, qu'elle allait avoir un impact considérable, qu'il fallait qu'on la maîtrise, sinon nous allons être les jouets, d'accord, des puissances. On a dit qu'il y a 2 grands pôles qui sont en train de se constituer. L'Amérique, qui commercialise, et la Chine, qui utilise à des fins politiques. Il faut que nous puissions, en Europe, nous constituer en tant que pôle fort du numérique avec notre vision de ce qu'est un espace de liberté. C'est d'autant plus important que nous allons vivre des cataclysmes forts. Je souhaite bien sûr que Aurélien Barraud et les autres collapsologues se trompent, mais entre la disparition du vivant, l'augmentation de la température, la surpopulation, les migrants qui vont faire... Les exodes. Mais oui, parce que de toute façon, quand il va faire 50 degrés, quand dans des zones où il y a une population, ça va devenir tellement aride qu'ils pourront plus se nourrir, ils vont pas rester sur place. Donc c'est une évidence. Bien sûr, mais ils le font déjà. Et ils le font déjà. Le plus gros de l'immigration est lié au changement climatique. La guerre en Syrie est liée au changement climatique. Ce qu'on ne sait pas, parce qu'en fait, il y a une grave crise liée à la sécheresse en Syrie qui a été mal gérée par Bachar al-Assad, et c'est ça qui est le début des problèmes de Syrie. Donc on voit que nous vivons nous allons vivre en tension forte, et cette maîtrise du numérique est d'autant plus importante. Et je pense que si je peux résumer en quelques mots mon message, c'est ça. Il y a un devoir impérieux, essentiel pour notre génération et les générations futures à maîtriser cet outil indispensable, parce qu'il semble évident qu'on va vers une période troublée. Et peut-être à le dégager aussi, cet outil. C'est peut-être ce qui se passera, j'espère moi. Parce que j'aimerais bien qu'on revienne à la vraie vie. Mais bon, ça c'est mon point de vue perso. Alors j'ai une question, là on va en profiter. On peut pas être d'accord surtout. Discord est-il fiable? Est-ce que tu connais Discord? Bah oui, mais attends, c'est quoi déjà Discord hein? Je sais. J'en ai entendu. Ouais, Alors Discord. Non, mais attends, tu vas pas chercher. C'est bon, de toute façon, si je connais pas, j'aurais pas d'avis pertinent. J'en ai entendu parler récemment, mais alors là, franchement, je suis sec. Ok. Bon, il est sec là-dessus. Ouais. Vous m'avez collé, mais Discord. Hein. Tournez-vous vers Linux. Alors ça, oui, Linux, très bien, bien sûr. Mais attendez, le web fonctionne avec Linux. Les routeurs, les serveurs, c'est que du Linux. C'est pas du Microsoft. C'est que du Linux. Invention d'un Européen qu'on n'a pas été capable, bordel de merde, d'intégrer dans nos outils de tous les jours. Donc aujourd'hui, on a des ordinateurs qui fonctionnent avec Microsoft. Je critique pas, très bien, bon voilà quoi. N'empêche qu'on pourrait très bien avoir du Linux. Bah justement, ils disent Linux n'est pas envahissant comme Google et Microsoft. Bien sûr, c'est un système d'exploitation qu'on pourrait avoir. Android, iOS, qui sont les systèmes d'exploitation qui occupent 100% des téléphones, sont sur une base Linux. D'accord. Et vous avez d'ailleurs, vous avez un ingénieur français qui a lancé une boîte, qui est reparti de Linux et qui a créé un système d'exploitation indépendant. Et je crois que ça s'appelle, c'est très court, c'est BE, je crois. Je crois que c'est BE. Ouais, à vérifier. D'accord. Bon bah j'imagine qu'on a été tellement bon sur la préparation des questions que vous n'en avez pas d'autres. Si vous avez, on va rester encore 5 minutes tranquillement. Non mais le message est passé. Alors tout à l'heure quand j'ai parlé ce que disent les gens c'est que c'était hyper intéressant, très compliqué. Donc du coup qu'ils vont un petit peu le re-regarder. Voilà, mais bon, on peut pas, parce qu'un sujet est compliqué, ne pas en parler, justement, surtout quand ça a un enjeu énorme. Et il faut qu'on le vulgarise un petit peu. Vous savez pourquoi j'ai fait compliqué? Pour la crédibilité, tout simplement. Parce que si je vous dis que Google est un danger démocratique, et alors, Jérôme, qu'est-ce que tu balances? Ça n'a aucun sens. Donc à un moment, il faut rentrer dans le détail, il faut parler, c'est vrai, du dark web, du darknet, des serveurs, des routeurs, de Linux, d'Android. Donner des chiffres, 80% des téléphones, c'est Android. 92% des requêtes sur un moteur de recherche, c'est sur Google. Même en France, à l'échelle mondiale, c'est 80%. Donc c'est pour ça que, quelque part, je vous ai un peu écrasé avec des détails techniques. C'est parce que je peux pas me permettre de balancer des phrases. On peut pas vulgariser ce sujet sans les étayer. Donc à un moment, ouais, c'est vrai que bon. Voilà. D'accord. Non mais c'est très bien. Alors, est-ce que tu peux nous donner ton point de vue sur les compteurs Linky et sur la 5G? Ouais. Alors, compteur Linky.
Mais pourquoi on se focalise sur un truc qui va nous permettre d'économiser l'énergie, sous prétexte qu'il va y avoir une petite collecte de nos données, alors que nous donnons tout en permanence à Google, Facebook, Amazon, Microsoft. C'est comme les gens qui viennent m'emmerder parce que je filme en manifestation, alors qu'il y a des caméras partout, qu'il y a un hélico avec des caméras qui filment à 2000 mètres. Je vais vous donner un autre exemple. Donc t'es pas d'accord avec ça? Non, je vais vous donner un autre exemple qui est polémique et je suis sûr que ça va polémiquer. Vous vous rappelez, il y a quelques années, la police, voulaient mettre en place un fichier qui s'appelle Edwige. Un fichier qui était en fait la jonction de différents fichiers qui n'étaient pas raccordés les uns aux autres. Et il y a eu des grandes oppositions à ce fichier. Mais parmi les opposants, il y avait des personnes qui avaient un profil Facebook totalement transparent. C'est-à-dire que ces personnes disaient « Nous ne voulons pas avoir la mise en commun de différents fichiers de police qui peuvent déterminer nom, prénom, adresse, téléphone, religion. » Mais en même temps, ces mêmes personnes s'affichaient de manière religieuse sur les outils sociaux. Alors, sans forcément de manière très franche, mais quand on souhaite certaines fêtes religieuses, on s'affiche au niveau religion. Quand on est athée, on s'affiche aussi. Et donc, si vous voulez, j'ai trouvé à l'époque qu'il y avait 2 poids 2 mesures. On refusait à l'État français des choses que l'on acceptait de la part des GAFAM au service d'un gouvernement qui n'est pas le nôtre. Et voilà ma vision sur Linky. Apparemment, il n'y a pas que ça pour Linky. Il y a un monsieur qui dit « Je ne suis pas d'accord ». Il n'y a pas que cette raison pour Linky. Alors, merci de nous redonner les raisons, parce que il y a autre que... Mais oui, mais bien sûr, mais en sachant nos heures de consommation, EDF va savoir si on est présent. Si on des personnes ont vu leur facture augmenter, notamment, excuse-moi, je t'ai coupé. Donc il y a ça aussi. Ouais, franchement, ignorance totale. Ça, c'est un point de vue par rapport à... on critique parce que ça collecte des données, alors qu'au final, les données, on les balance à tout le monde. On refuse à des structures et à un État qui sont censés quand même nous apporter une vie meilleure, on refuse des choses qu'on accepte gratuitement et sans même sourciller à des structures qui sont, elles, purement commerciales. Peut-être parce que justement, dans la conscience des gens, on se rend pas compte des vrais adversaires, j'aimerais les appeler, qu'on a. Voilà, et on a tendance à rejeter sur l'État tout, alors que l'État est lui-même aux mains des grandes sociétés qui imposent tout ce qu'elles veulent pour faire grandir le gâteau, quoi. Donc le problème, il est un petit peu là, mais ça révèle quand même que les gens se réveillent. C'est-à-dire que c'est peut-être le compteur Linky qui prend, mais avant, on aurait peut-être accepté sans broncher. Et petit à petit, comme ça, la 4G, on l'a accepté sans broncher. Bon, arrivé à la 5G... C'était la deuxième partie de la question. Ah. Alors, sur la 5G, franchement, c'est un petit peu comme Mastodon. C'était Mastodon, non? Je sais pas, mais c'est au niveau de la santé que... Non, parce que Mastodon, en fait, c'est pas ça la question. Mastodon, c'est un outil comme Twitter. Mais je pense pas que c'était ça la question qui m'a posé. Non, c'était... Peu importe. La 5G. Alors, la 5G, je suis très très moyen sur le sujet, il faut faire attention. Aurélien Barraud dit que c'est une affrosité. Aurélien Barraud, c'est le collapsologue, celui qui parle d'effondrement. Il dit que c'est une affrosité parce qu'on va devoir changer plein de matériel pour gagner un petit peu de bande passante. Donc, au niveau écologique, c'est une folie à l'état pur. Autre élément de réponse, la 5G actuellement est maîtrisée notamment par nos amis chinois. Et si Huawei a des problèmes vis-à-vis des Américains, c'est parce que Huawei est très très fort en 5G. Il paraît même, j'ai déjà entendu, alors, et je vais refaire de la technique, un routeur, Internet est constitué de routeurs. Un routeur, ça trace une route. Quand vous êtes sur votre navigateur et que vous tapez une requête dans votre moteur de recherche, eh bien, quelque part, ça passe par toute une série de routeurs. Eh bien, il était dit que les routeurs Huawei déroutaient l'information pour que ça passe par la Chine avant d'atteindre la cible. Et c'est ça aussi qui a énervé les Américains. Donc en fait, c'est peut-être même une guerre... Enfin, ça repose peut-être sur un point de guerre commerciale, de gâteaux à se partager. Parce que nous avons... Qui inciterait les Américains à dire que c'est pas bien la 5G. Parce que nous avons avec la 5G une position qui va être beaucoup plus forte de nos amis chinois et qui va faire qu'ils vont s'accaparer ce qui est aujourd'hui un monopole américain. D'accord, donc il y a peut-être un truc sous-jacent au-delà du côté santé qui nous est mis en avant. C'est vrai que... Sur le reroutage des routeurs Huawei vers la Chine, je n'en suis pas sûr. Passé qui critiquait les Huawei et qui disait que justement
il y avait, je sais plus qui avait déréférencé, ça doit être les Américains qui avaient déréférencé les téléphones portables. Oups, ça c'est revenu. Ok, ils disent que voilà, la 5G va décimer la planète. Bon là, ouais, sur ce côté-là, tu touches pas. Non, je vais pas aussi loin. Ok. Bon, on prend une dernière question. Ouais. Ok. On n'a pas tellement parlé d'écologie. J'en ai parlé un petit peu en collapsologie. Il faut savoir que l'utilisation d'Internet n'est pas neutre au niveau Bien sûr. carbone. C'est même hyper. Parce que quand vous utilisez un ordinateur, votre information va être transmise à des routeurs qu'il faut alimenter, donc c'est l'électricité, à des serveurs qu'il faut refroidir. Et en fait, il faut savoir que quand vous envoyez une photo via, par exemple, Instagram, quand vous avez une photo, je sais plus, je crois que c'est l'équivalent d'un micro-ondes qui fonctionne pendant 3 minutes. Donc oui, alors je sais plus l'ordre de grandeur, mais c'est pas neutre. Un clic, c'est énorme déjà. Ouais, quand vous faites une requête dans un moteur de recherche, sans requête, c'est 0,03 grammes de CO2 de mémoire. Mais alors vous allez dire c'est pas grand chose, mais c'est énorme. Des requêtes on en fait des centaines sans même y réfléchir. Donc en fait nous sommes extrêmement consommateurs pollueurs et diffuseurs de CO2. Et je crois que l'internet aujourd'hui c'est 10% de la consommation électrique mondiale. C'est aussi pour ça que peut-être ça sera remis en cause, parce que l'écologie est en train de prendre le pas sur tout le reste, parce qu'on peut pas vivre avec Internet sur un monde qui est mort, ça sert à rien. Donc le monde est plus important qu'Internet. Et je suis personnellement écolo jusqu'au bout des ongles. Voilà. Et je vais faire une petite parenthèse. En 1985, quand le label, c'est pas tout à fait un label, mais peu importe, quand la norme bio est parue, en 85, j'avais 13 ans, je suis né en 72. D'accord. Je me suis dit, à ton avis, qu'est-ce que je me suis dit quand le bio est apparu ? Cool, il y aura plus de pesticides sur la peau des pommes. Je me suis dit, c'est une catastrophe. Pourquoi ? Parce que si on est obligé de créer un truc pour le bio, alors que tout devrait être bio. Parce que si on crée un nom pour les aliments qui devraient normalement être la majorité, ça veut dire que le bio va être une filière à part, avec des prix, avec des circuits de diffusion. Du business. C'est absolument hallucinant, me suis-je dit à l'époque. Il aurait fallu que la nourriture industrielle, elle, change de nom. Il aurait fallu que quand on demande une carotte, des poireaux, des navets chez notre maraîcher, on puisse lui dire « je veux 1 kilo de carottes » et qu'il nous file des choses qui soient bio, sans pesticides. À partir du moment où on renomme quelque chose, on n'est plus dans la normalité. Bien sûr. Pour vous dire ma position sur le sujet. Surtout sur l'alimentation, quoi. C'est vraiment, mais c'est que du business, c'est incroyable. Gabin, peux-tu... Alors le business obligatoire, je vois toujours que tu tires, et moi je suis obligé de... Le business obligatoire, le troc c'est une forme de business. Par contre, il faut qu'il soit éthique. Et notre rôle, à nous citoyens, c'est de reprendre les rênes, le contrôle, le volant de la voiture, des aspects numériques qui nous redonnent un poids sur toutes ces choses-là. Hélène Donc, ne pas jeter, ne pas refuser, mais par contre, se réapproprier. D'accord. Hélène me demande s'il y a un outil mieux que Facebook pour toi. Il y a le truc russe, là, Vécu aussi, qui s'appelle Vécu. Ouais, Vécu, c'est Vcontact. Oui, mais il n'a pas la même envergure. Non, Facebook, non. c'est 2,3 milliards de personnes. Ah oui, Même moi, je suis sur Facebook. Il n'y a rien. Hein. Avec mon discours, je suis sur Facebook, je suis sur Google, j'ai un téléphone Android, parce qu'il est très difficile et j'ai pas encore trouvé les moyens de quitter ces outils-là. Donc, ma proposition, c'est restez-y avec maîtrise, essayez de trouver des solutions alternatives, promouvez-les, comme Quant, par exemple, et quand des solutions vont émerger au niveau européen, on pourra avoir un déplacement en masse vers ces outils pour leur donner la taille critique. Voilà. Et c'est ce que je fais pour moi-même. Ouais, c'est VK, pas Vécu, excusez-moi. Vcontact, ouais, en c'est fait. VK. Eh ben écoute... Et je suis sur VK d'ailleurs. Ouais, t'es sur VK aussi. On a parlé à un moment des Russes. Ouais. Je peux faire un peu de géopolitique ? Vas-y, Une je t'en seconde, prie. parce que c'est un truc qui m'intéresse aussi beaucoup. Vas-y, je t'en prie. La Russie, et je ne parle pas du gouvernement russe, la Russie apparaît de manière très négative. Il y a un Russia bashing, comme on dit en bas breton. C'est une erreur géopolitique magistrale. Il faut absolument que l'on puisse avoir une taille critique sur le continent eurasiatique. Et ça ne peut pas se faire sans nos amis russes. Je ne suis pas ni atlantiste, ni pro-russe, ni anti-l'un, ni anti-l'autre. J'ai simplement une vision géopolitique. J'ai lu l'ouvrage de Zbigniew Brzezinski, d'accord, qui s'appelle Le Grand Échiquier, The Grand Chessboard, qui explique les grandes mécaniques géopolitiques.
Donc ma position est d'une neutralité, je suis apolitique et areligieux, mais il me semble évident qu'il faut absolument construire quelque chose géopolitiquement stable, avec une puissance qui puisse nous permettre d'avoir une existence dans un monde qui va être dominé par nos amis américains et nos amis chinois. Donc il faut absolument qu'au niveau eurasiatique, on ait une puissance, alors je ne vais pas dire puissance de feu parce que c'est très militaire, mais on ait quelque chose qui nous permette de rayonner. Ça ne peut pas se faire en s'arrêtant à l'Ukraine, je suis désolé. Ok. Jérôme, on rappelle quand même ton bouquin, donc vous le voyez à l'envers là. Et je peux faire un teasing. Maîtriser Internet. Je peux faire un teasing de. Alors j'aime pas les anglicismes. Je peux faire un appel du pied de la mort. Les requêtes malicieuses que j'ai parlé tout à l'heure, que je n'ai pas dites, elles sont dans le bouquin. D'accord. Tout est dans le bouquin. Le bouquin il coûte 20 balles. Il s'appelle Maîtriser Internet avant qu'Internet ne vous maîtrise. Donc c'est Jérôme Bondu qui l'a écrit et c'est aux éditions Interligère. Ouais, parce que j'ai pas voulu passer par un éditeur et je l'ai édité. Ouais, j'ai édité tenir le volant de la voiture. C'est ça. Voilà, et j'ai voulu le faire. Pas garder que 10% des ventes aussi, ça marche parce que ils te filent 10% les éditeurs sur tes propres ventes. Donc bon, ça fait un peu chier, mais bon, ils en vendent plus. Alors merci en tout cas aux auditeurs, j'aimerais souligner pour le temps de cerveau disponible que vous nous avez consacré, et j'ai l'habitude de dire qu'un bon échange, c'est quelqu'un qui pose des questions, c'est quelqu'un qui parle et c'est des personnes qui écoutent. Et qui échangent aussi, qui réfléchissent, qui